mes potes alors que pas du tout. Alors, les micros sont très emmêlés, je vais vous dire ça. Thank you. Bonsoir, bonjour à tous. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, je vais commencer par Emmanuel Cassel. Qui êtes-vous et que faites-vous? Qui je suis? Je suis un être humain. Déjà, quoi. C'est déjà pas mal, je suis un homme. Voilà. Et qu'est-ce que je fais? Ben, de la musique, mais je fais beaucoup de doublage aussi. Et c'est pour le doublage qu'on m'a convié ici. Voilà. Je pose ma voix sur Ryuk dans Death Note, Daryl Dixon dans The Walking Dead, Sean Penn, puis plein d'autres. Alors, vous êtes connu pour le doublage, si je ne me trompe pas. Ouais. Bien que la musique également. Le doublage surtout. Surtout le doublage. Qu'est-ce qui vous a amené au doublage? Est-ce que c'était quelque chose que vous vouliez déjà faire ou c'était quelque chose que vous vouliez par hasard dans votre vie? Ben, en fait, moi je suis acteur, j'ai tourné des films et je suis musicien aussi. Donc si tu veux, avec le doublage, ben, j'ai trouvé les deux qui se réunissaient. Parce que le doublage, c'est très musical. Donc voilà, c'est le métier d'acteur plus la musique. Les deux mélangés, ça fait le doublage. Est-ce que vous direz que le doublage est plus difficile que l'acting ou l'inverse? C'est deux métiers complètement différents. L'acting, c'est difficile parce qu'il faut avoir confiance en soi, confiance en son corps, son physique, et tout, etc. Mais bon, on joue comme on veut jouer. Le doublage, il n'y a pas cette contrainte sur du corps, mais on doit jouer comme l'acteur a joué. Et contraintes techniques aussi, quoi. Donc, c'est kiff-kiff, en fait. Si je ne me trompe pas, vous êtes le doubleur officiel d'un certain acteur. De plusieurs acteurs. De plusieurs acteurs, Ouais. Je sais pas, vous demandez de décider. Si, de Norman Reedus, le mec de Walking Dead, quoi. Je fais depuis 15 ans. Sean Penn, l'acteur Sean Penn, il a 2 Oscars. Hein. Et j'ai fait 45 films, je crois. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Hein. Donc ça, c'est vraiment les officiels. Une question que je me pose avant de passer à Jean-Marc Cavella et avant de vous passer le micro pour vous poser des questions. Comment se passe une journée type d'un doubleur? Une journée de travail. Une journée de travail. Une journée de travail. Bah, déjà, il faut se lever le matin, hein, c'est difficile parce qu'il faut se lever tôt. Quoi. Après, il faut aller au studio. Quoi. Alors, le plus compliqué, c'est d'aller au studio. Parce qu'à Paris, c'est très compliqué. Hein. Le métro ne marche pas, il y a des embouteillages, c'est l'enfer. Donc, le plus difficile, c'est d'arriver à l'heure au studio. Voilà. Quand tu arrives à l'heure au studio, déjà c'est super. Quoi. Là, tu as déjà fait le boulot. En fait. Donc, après, bah, à 9h30, tu es en studio. Tu travailles jusqu'à 13h30, tu as une petite pause à 11h, 11h, 11h30, hein. Tu peux aller fumer une cigarette dans un café, tu vois. Voilà, et après, donc tu travailles, après de 13h30 à 14h30, ben, c'est une pause, tu vas manger, voilà, bien manger aux potes et tout, puis après tu recommences de 14h30 à 19h, avec une pause à 4h aussi. Et après tu rentres chez toi. C'est important. C'est le meilleur moment de la journée, c'est quand tu rentres chez toi. Non, mais le plus dur dans le doublage, je te dis, c'est d'être à l'heure au studio le matin. Très bien. Et bon, vraiment, dernière question, je vous promets. Est-ce pénible comme travail ou c'est vraiment quelque chose qui vous plaît quand vous le faites? Bon, moi j'adore ça. J'adore ça, le doublage. De toute façon, c'est un métier, tu es obligé de l'aimer pour le faire. Si tu n'aimes pas à fond ce que tu fais, c'est comme la musique, hein, bah tu fais de la musique. Tu vois. Donc tu es obligé d'aimer à mort. Tu fais pas ça pour le pognon. Tu fais ça parce que ça t'éclate. Le jour où tu fais ça pour le pognon, il faut l'arrêter. Parce que tu vas faire de la musique. Tu vois. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Bah, c'est moi. Je vous propose
passer le micro à Jean-Marc Anthony Cabella. D'ailleurs, je me posais la question, est-ce que ça vous perturbe qu'on prononce votre deuxième prénom ou non, en fait, c'est pas genre. Il y a des gens comme ça qui ont trois prénoms sur les cartes d'identité, mais en fait, on en dit qu'un. En fait, moi, c'est pas ça. En fait, j'ai trois prénoms tout court. Donc, en fait, il n'y a pas de m'appeler Jean-Marc. C'est Jean-Marc Anthony. En fait, mes parents ont décidé de me donner trois prénoms et voilà, en fait. Je comprends très bien, j'ai un deuxième prénom, mais vraiment ça me perturbe quand quelqu'un l'utilise, du coup. Très bien. Voilà. Bon, c'est juste que ça fait long. Hein. C'est super long. C'est super long. Ouais. Du coup, j'invite Roman Jules Samy Tricard sur scène. Désolé pour ma blague. Hein. Du coup, Jean-Marc Anthony Cabella, oui. Qui êtes-vous et que faites-vous? En fait, de base, je suis chanteur. En tant que chanteur, je fais des concerts. Je travaille beaucoup en studio aussi. Et il m'arrive aussi de faire des voix off ou faire aussi un peu de doublage. Et c'est à l'occasion justement d'un travail en studio que je commence à faire des génériques pour des dessins animés, pour des séries aussi, etc. Et puis par hasard, je suis tombé sur Pokémon ou Pokémon est tombé sur moi. Voilà. C'est excellent. Et comment dire, avant Pokémon, vous dites que vous faisiez déjà de la musique. Oui. Est-ce que c'était un truc pour vous-même ou c'était pour une boîte ou... Il y a eu de tout en fait. Quand on travaillait en studio, on travaillait beaucoup pour les autres en fait. Et donc du coup, j'ai beaucoup fait des chœurs pour les autres, j'ai aussi fait des guides. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font de la musique, qui font des chansons, mais qui ne savent pas chanter. Et donc ils vendent leurs chansons. Et donc ils ont besoin que les gens puissent avoir une idée claire de leur chanson. Et donc ils demandent à un chanteur en fait, de la chanter juste pour pouvoir la présenter. Et donc je faisais ça aussi. Et voilà, et je travaillais aussi sur mes projets personnels. Ah ben, et vous avez toujours été dans la musique ou il y a une période En fait, on va dire que oui, au départ en tant que danseur, et puis après en tant que rappeur, et puis en tant que chanteur. Vous avez touché un peu à tout? Oui. Vous jouez dans l'instrument? Je joue des percussions et du clavier, mais pas suffisamment bien que pour le faire sur scène. Je fais de la programmation beaucoup. Voilà. Vous avez également joué sur scène beaucoup? Moi j'ai eu un groupe de rock pendant 15 ans et j'ai beaucoup joué sur scène. J'ai fait beaucoup de concerts. J'avais des shows à l'époque. J'ai joué torse nu et tout. Super, c'était bien pour les filles. C'était du rock'n'roll. Bon, ça me plaisir. Hein. J'aime toujours le rock actuellement. Mais c'est différent qu'avant, vraiment. C'est des cheveux fluo et tout ça. Sinon, comment vous l'avez vécu votre premier succès? En fait, je n'étais ni au courant de ce succès qu'en 2016. Donc avant, en fait, je savais pas. En fait, le truc, c'est que c'est un peu comme les aventures de doublage, en fait. C'est-à-dire qu'on est appelé, on va au studio, on entend le morceau pour la première fois, en fait. À ce moment-là, c'est tellement protégé qu'on entend le morceau qu'une fois arrivé au studio pour le faire. On le fait à 3 heures pour le faire, et puis après c'est fini, on rentre à la maison. Le lendemain on est appelé pour autre chose, donc on fait autre chose, et donc 6 mois après, forcément on a plus beaucoup de souvenirs de ce qu'on a fait 6 mois avant, il y a eu tellement de morceaux entre, et donc du coup, bien sûr je regardais Pokémon à la télé, mais je ne savais pas que ça avait arrêté de succès en fait. Et voilà, et donc c'est en 2016 en fait que j'ai fait ma première convention. Et que j'ai vu que en fait, les gens connaissaient mieux la chanson que moi. C'est énorme quand même. Ouais, je pense que c'est le seul générique, même si on n'a pas regardé Pokémon, vous êtes honnête, j'ai pas regardé Pokémon moi,
mais je connais la musique. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions à poser, soit à Emmanuel Carson, soit à Jean-Marc-Anthony Carrière? Moi j'aurais à répondre à ta question, parce qu'il a répondu, mais moi tu m'as pas posé la question. Ah oui, c'est vrai, mais je suis mal poli. Je pense à un truc qui était pas bête en fait. En fait, moi j'ai démarré quand j'étais petit, je faisais beaucoup de publicité quand j'avais 4-5 ans. J'étais tout petit quoi. Et à l'époque, à la télévision, il n'y avait que 3 chaînes télé. D'accord? Et donc on voyait énormément la télé, puisque je faisais de la pub. Et en fait, je me suis très vite aperçu de l'impact de l'image, si tu veux, parce que comme je passais à la pub tous les soirs, et ben, j'avais beaucoup de problèmes à l'école. Parce que le monde m'appelait télécon, tu vois, ce n'est pas sympa les mots. Et ma mère elle était obligée de me changer d'école et tout, tu vois. Et en fait, c'était entre guillemets le succès, tu vois. Mais je me suis aperçu de l'impact de l'image. Et qu'en fait, il ne fallait pas faire n'importe quoi parce que c'était dangereux. En fait. Et voilà. Si ça peut répondre à ta question, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Tu vois, c'est intéressant, c'est le succès détourné. Et j'avais un oncle, mon oncle, parce que j'y suis, c'était Patrick Devers. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'était un super acteur, hein, qui a tourné plein de films et tout. Et pareil, son succès, il n'a pas très bien digéré et tout, parce qu'il s'est mis une balle dans la tête quand même. Donc, voilà, le succès, il faut faire gaffe aussi, quoi. Je sais qu'il le vivait très mal quand il marchait dans la rue et que les gens le reconnaissaient. Il lui disait, ouais, salut Pat, comment tu vas? Il lui tapait sur l'épaule. Il disait, mais attends, un peu de respect, quoi, quand même. Parce que comme il était populaire, les gens, tu vois, ils n'avaient pas de respect, en fait. Tu vois, ils faisaient partie des familles. C'est intéressant aussi, ça. C'est intéressant, mais ça me fait penser à une question. Est-ce que vous avez déjà... Je suis vraiment désolé. On te passe le micro, Lolo. Oui. Est-ce que vous avez déjà eu des mauvaises interactions avec des fans ou des personnes qui vous connaissent via votre milieu? Ça arrive rarement. Très rarement. Mais moi, ça m'arrivait en convention. Une dame qui me filmait, je lui ai demandé d'arrêter de me filmer. Et elle m'a filmé, monsieur, et après elle a continué à me filmer en loose. Alors ça m'a pas plu, quoi. Je suis allé la voir, je lui ai dit, vous arrêtez de me filmer, je vous ai demandé déjà 2 fois. Et là, elle a appelé ses fils, qui étaient de 2 mètres de haut, et j'ai failli me faire casser la gueule en convention devant tout le faire, quoi. C'est horrible. Mais il y avait la sécu, ça va échapper la sécurité. Non mais c'est fou, quoi. Parce que comme j'existe dans les conventions que par ma voix, je suis pas acteur à l'image, je suis pas comme lui, je viens pas en tant que chanteur ou que comédien à l'image ou au théâtre et tout. Quoi. Je suis là que par ma voix, donc j'estime qu'on ne doit pas le filmer. Lui, on peut le filmer puisqu'il est chanteur, donc il existe par son physique. Moi, je suis là que par ma voix, donc je ne veux pas qu'on me filme, c'est normal. Quand je fais des vidéos pour des gens, je filme le personnage qu'ils aiment et je fais la voix derrière. Tu vois? Bon, j'arrête de parler. Jean-Marc Anthony, est-ce que vous êtes du même avis ou vous avez un différent point de vue? Non, en fait, le truc, c'est vrai que parfois, les gens ne font pas toujours attention à ce qu'on veut, ou à ce qu'on veut laisser faire ou pas, en fait. Et donc, oui, ça arrive qu'on ne soit pas d'accord, en fait, et parfois, quand c'est dit, ça peut être dit très gentiment, très poliment, c'est mal dit, et on arrivait à des extrémités comme 2 grands garçons qui viennent, voilà. Bon, ça j'ai jamais entendu, mais en même temps, c'est très rare, mais ça existe. Ça existe. Ouais, en général, en convention, les gens font ça. Ça va. Respectez les personnalités publiques, s'il vous plaît. Franchement, je ne veux pas entendre d'histoire, en tout cas ici. Alors, maintenant, je veux bien te passer le micro, j'ai été méchant. Eh bien, bonjour. Je suis une personne qui m'intéresse au doublage comme à la musique, donc je pense que cette question pourrait être pour tous les deux. Quel est l'élément le plus marquant de votre carrière, quelque chose qui vous a vraiment donné envie de continuer dans les moments où ça n'allait pas, par exemple? Un rôle ou quelque chose en particulier qui vous donnait envie de continuer malgré les bas?
En fait, pour moi, ça a été surtout la rencontre avec les gens. De base, je suis infirmier et j'ai adoré apprendre ce métier parce que c'est un métier où on est en contact avec les gens. Et en fait, quand on apprend, moi en tout cas quand je l'ai appris, c'était la prise en charge globale du patient. Donc c'est-à-dire autant le côté psychologique que le côté faire des soins. Et en fait, en musique, sur scène, ce que j'adore, c'est l'échange avec les gens. On peut parler, on peut. Enfin, voilà, il y a un échange, il y a une vibration aussi, j'adore ça. Et c'est vraiment. Ça a été vraiment un facteur qui m'a sauvé de plein de choses en fait. Et donc c'est vraiment ce qui me fait continuer. Et moi j'adore ça aussi. J'ai pas eu vraiment envie d'arrêter, mais c'est clair qu'il y a des moments où c'est parfois un peu plus dur et ça reste une carotte en fait. Et ben moi je vais le rejoindre, tu vois en fait. Moi j'ai touché à tout. Sans déconner, j'ai fait tout. Hein. Donc j'ai tourné des films, j'ai joué au théâtre, j'ai réalisé des films, j'ai fait de la pub, j'ai fait tout dans ce métier, mais rien ne vaut un concert. Parce que là, tu as un rapport direct avec les gens. Si t'aimes ce qui t'envoie, les gens en hurlant ton nom, en criant, en mettant leurs mains comme ça, il n'y a rien de mieux quand tu vois. Il n'y a rien de mieux, ça vaut tout l'or du monde, tu vois. Voilà, les gens, l'amour du public. C'est le fait de se sentir gêné du coup lors d'un concert ou d'une présentation. De sentir que ça leur plaît, quoi. Et quand tu fais un film ou que tu joues une pièce de théâtre et tout, tu as une histoire, tu as un rôle et tout, etc. Tandis que quand tu fais de la musique, c'est toi, tu vends toi. C'est ton âme, ton corps, c'est toi, quoi. En plus, quand tu as écrit des morceaux, composé des morceaux, et donc si les gens réagissent et t'aiment, t'imagines, ils aiment toi. Et ça, pour l'ego, c'est génial, quoi, tu vois, pour le cœur. Donc, rien de mieux qu'un bon concert de rock'n'roll, torse nu sur scène avec des filles qui hurlent, moi perso. J'ai jamais rien vu dans ma vie. Merci beaucoup pour la réponse. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui voudrait poser des questions? Soyez pas timides, profitez-en. Bonjour. Je voulais savoir entre une série, un animé ou un film, ce qui était le plus contraignant à doubler et pourquoi. Bon, le plus dur, bien sûr, c'est un live, un film. Parce qu'un film, t'as un acteur qui a joué une partition, et tu dois refaire exactement la partition qu'il a faite. Tu te bouges pas. Alors qu'un dessin animé, on écoutera, à part les Walt Disney. Les Walt Disney, c'est un peu plus pointu. Mais autrement, le reste, t'écoutes même pas l'original. Tu fais ce que tu veux. Quand j'ai fait Ryu, que je suis arrivé, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Le mec, il m'a dit, je sais pas, fais ce que tu veux. Tu vois? Donc tu prends, puis tu rigoles quand tu fais des dessins animés. Tu prends une voix débile et puis tu déconnes et tout. Mais il n'y a pas mieux. Mais je préfère faire des films, quoi. Là, le challenge est beaucoup plus difficile. Mais si tu y arrives, c'est quand même beaucoup plus valorisant. Dessin animé, pour moi, je trouve que tout le monde peut faire du dessin animé. Il suffit de prendre une voix un peu bidon et puis mettre beaucoup d'énergie et ça le fait. De rien. Lui. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, vous voyez comment l'évolution La question qui tue. Tu sais, on n'est pas tous pareils. On ne voit pas tous la chose pareil. Moi, je ne suis pas tout jeune. J'ai vu le portable arriver, j'ai vu les trucs arriver. Donc, pour moi, à mon avis, il est mort. Je pense que d'ici, allez, 4, 5 ans, peut-être même moins, il n'existera plus. Enfin, je le pense sincèrement, moi. Peut-être que je me trompe, hein, mais je crois pas, en fait. Regarde quand le portable est arrivé. Moi, je me rappelle, mon père m'avait appelé, il avait un bebop. Il me dit, ouais, je t'appelle, j'ai un bebop. Je dis, c'est quoi? C'est ça merdait et tout. Quoi. Je dis, ça marchera jamais. On rigolait quand on avait portable, tout le monde se marrait, quoi. Alors, regarde maintenant, tout le monde a un portable et plus personne n'a un téléphone à la maison. Le fixe, c'est l'évolution, quoi. Évidemment, c'est dramatique, hein. Mais bon, je suis pas à la production. Hein. Et puis savoir qu'ils vont prendre les vraies voix des acteurs
pour les transposer dans toutes les langues, dans tous les pays, comment tu veux lutter? Non, le seul truc qu'on peut nous, c'est protéger notre propre voix. Moi demain, si on me demande de l'argent, si on me demande de piquer ma voix pour continuer la série d'Harry Nixon sans moi, avec une IA, je dirais pas non, hein. De toute façon j'aurais pas de choix. Mais je dirais ok, mais amenez la monnaie quoi. C'est qu'une histoire d'argent tout ça, c'est qu'une histoire de pognon. Mais ça va remplacer beaucoup de gens. Et ce qui est terrible, c'est que l'être humain il est incroyable, il passe son temps à inventer des trucs pour se détruire lui-même. C'est effrayant quoi. Moi j'ai une question pour Emmanuel. Ouais. Alors, après une question pour... Ah, chouette. désolé, le nom est très compliqué. Jean-Marc Anthony Capella. Le capitaine. Oui, et du coup, est-ce qu'on pourrait avoir le ressentiment de Ryu sur scène maintenant, si c'est possible, avec la voix de Ryu? Le ressentiment de Ryu, je pense qu'il va être temps bientôt que je me nourrisse, que je croque une petite pomme. Hein? Comment? Et pour le chanteur, vu que ça a été fait en une fois, ça n'a pas été trop dur de donner l'impulsion, la première grosse impulsion, ça a été direct ou pas? Honnêtement, je sais plus. Ça fait presque 30 ans en fait. Donc, je ne me souviens plus exactement comment ça s'est passé. Mais la seule chose, c'est qu'on avait une super équipe. Il y avait plein de gens tout autour et tout. C'était super gai. Il y avait la personne qui a fait la traduction et qui était là en tant que DA, donc le directeur artistique. Et ça, c'était moins gai. Parce qu'en fait, il avait ses idées, voilà, et en même temps, voilà, sur ses idées, non, je me souviens plus de son nom, mais de toute façon, il avait raison, parce que vu que presque 30 ans après, il y a tout cet engouement, donc il n'avait pas tort, en fait. Donc voilà, mais je ne sais plus exactement comment. La seule chose que je sais, c'est qu'il y avait beaucoup de joie, beaucoup de bonne humeur, et qu'on y a été à fond. Mais ça, c'est un truc, et je pense que c'est pour tout. Je veux dire, quand on fait quelque chose, il faut le faire à fond. Il n'y a pas de demi-mesure, il faut le faire à 100%. Et qu'importe qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faut le faire à fond. Il faut donner le meilleur de soi-même tout le temps. Et après, si on n'aime pas, on change. Il n'y a pas de souci. On peut se tromper, et on peut changer. Mais à partir du moment où on le fait, il faut le faire à fond. Parce qu'on ne sait jamais ce que ça peut faire, ce que ça peut donner, ce qui peut arriver en fait. Donc voilà, j'étais parti aussi avec cette idée-là de le faire à fond et voilà. Et puis aussi, ça va abonder dans ce sens, c'est que ça a changé. C'est comme il dit, c'était il y a 30 ans, tu vois. Et il y a 30 ans, on avait beaucoup moins de pression que maintenant. On y allait à fond, rentrer dans le studio, on y va. Maintenant, tu as les clients, ils font des essais, ils essaient de tout contrôler, et du coup, c'est vachement moins bien. Moi, quand j'ai fait les Tortues Ninja, je suis rentré dans le studio, je savais même pas ce que j'allais faire. Hein. Le gars, il a fait genre, bon alors, toi, tu fais le rouge, toi, tu fais le bleu, toi, tu fais le jaune, toi, tu fais le vert. Voilà, c'est tout, point. Et je me suis retrouvé à faire Leonardo. Et on fait quoi? Allez, on y va, on s'éclate. Et c'est pour ça que quand tu écoutes la première série des Tortues Ninja, elle est 100 fois mieux que les autres. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas de pression. On allait à fond, quoi, comme il dit. Voilà, on allait à fond. Maintenant, je suis sûr que les génériques sont beaucoup moins bien parce que c'est beaucoup plus pointu, travaillé, machin, il y a moins de cœur. Tu comprends le truc? Moi, j'aurais une question pour Jean-Marc Anthony. Vous avez dit que vous avez découvert seulement en 2016 le succès du générique Pokémon, mais vous n'avez pas ressenti ce changement au fur et à mesure des années par rapport à votre carrière, le fait que vous avez eu plus d'appels, ce genre de choses? Non, pas trop en fait, parce qu'en fait, en tant que chanteur, je chantais. J'avais des concerts, j'avais travaillé toujours en studio, j'avais toujours mes occupations, on veut dire, sur une année, sur un mois, sur une semaine. Et en fait, les conventions, ça se passait que le week-end déjà. Et c'était un plus.
mais en fait, tout ce que je fais, je travaille beaucoup avec des groupes de cover, des cover bands, donc en fait, on fait des reprises pour les mariages, pour les grosses fêtes de société, etc. Et ça n'a pas changé, je continue, je l'ai toujours fait, et je le fais encore aujourd'hui. Donc en fait, à ce niveau-là, c'est pas le fait d'avoir été chanteur de punk rock qui fait qu'on m'appelle plus. Si on m'appelle plus, c'est parce que on a une plus grande visibilité en tant que groupe de cover. En fait. Et en fait, pour Pokémon, la seule chose, c'est qu'on m'appelle plus pour des conventions. Ça oui. Mais on va dire que c'est assez récent. Je réfléchis à une potentielle autre question, vu que je vois que dans le public... Ah, ouais, parfait. Yo. Oh là, c'est difficile la question. Bah, en fait, c'est un truc un jeu que j'ai fait qui était hyper original et que j'ai jamais refait. Donc à la limite, je dirais que c'est ça. C'est que c'était pas un être humain. Un jour, on m'a fait doubler un vrai singe. Mais un vrai singe, un vrai singe, quoi. Et j'ai été choisi pour faire sa voix, elle parlait dans un film, quoi, avec Richard Boranger, tout ça. Et ce vrai singe, alors donc en plus il parlait très très vite, hein, et il avait un quotient intellectuel de 110, je sais plus, il était hyper intelligent, et en plus il zazotait. Donc si tu veux, d'être rentré dans le singe, parce que tu rentres à l'intérieur, quoi. Donc un être humain, je suis habitué à rentrer à l'intérieur, un dessin animé, je suis habitué aussi, mais là, un vrai animal, c'était génial. Et en fait, j'étais en studio, bah, j'étais comme ça, je parlais comme ça, il fallait zozoter, il y a pas de... C'était un délire ce truc, voilà. Mais ça m'a marqué, mais autrement, plein de films m'ont marqué, quoi. J'ai des acteurs marquants. Et pour Jean-Marc Anthony, quel est le opening que vous avez préféré chanter? Le opening que j'ai préféré chanter, ça a été la saison 3 de Pokémon, donc Pokémon Johto. Ça a été vraiment le... Je les ai tous aimés, hein, c'est pas ça, mais lui, rien qu'au moment de l'écoute, j'étais occupé à danser, à faire n'importe quoi, parce que ça m'a pris direct. En fait. Donc, ça correspondait aussi à la musique que je faisais à l'époque, donc voilà, il y a eu un lien, mais c'est vraiment l'opening que j'ai préféré faire. Moi j'ai eu quelques expériences de chanteur dans les studios pour des génériques, comme toi. Et je me suis retrouvé sur un truc de Walt Disney. C'est super compliqué, quoi. Et c'est énorme, les trucs de Walt Disney. Il y a des chœurs, des machins, des voix à droite, à gauche. Et j'avais un personnage qui était dans un film, dans Zootopie, Duke. Et il y a eu un épisode où il chantait, donc. Et ils avaient prévu, ils avaient prévu 2 heures de studio. J'ai mis 4h30. Seul le résultat compte. J'ai une question pour toi, en fait. Oui, c'est moi qui parle. Toi, tu as fait du théâtre. Donc, effectivement, au théâtre, c'est un peu comme en comédie musicale, il y a toute une histoire. Et donc, en fait, on est un personnage, et en fait, il n'y a pas de... La plupart du temps, il n'y a pas de on parle pas au public. On est là dans l'histoire et on reste devant, etc. Toi, tu as fait du théâtre et tu as fait aussi des concerts. La grosse différence, c'est génial, ta question, elle est incroyable. Vous voyez, il y a une super question intelligente. Quand on joue au théâtre, à part Jean Lefebvre, qui parle au public, quand on joue au théâtre, en fait, le public, c'est un mur. On ne le voit pas, on ne regarde jamais les gens. C'est comme un mur, le mur de la pièce, quoi. Et puis on joue, papa, maman, machin, maman, oui, alors tu comprends, chérie, maman. D'ailleurs, souvent, on regarde les gens comme ça parce qu'on nous apprend à nous mettre de face au public quand on joue au théâtre. Alors, je lui parle à lui, mais je parle comme ça. On a vu ça souvent au théâtre, tu vois. Oui, alors tu comprends, papa, je dois y aller, maman, d'accord. Mais c'est un mur, on ne voit jamais les gens. Les concerts de rock,
Et le mur se lève, le rideau se lève. Et là, en fait, on ne jure que avec les gens, quoi. Moi, je passais mon temps, quand je faisais du rock, je passais mon temps à rouler des patins en fil au premier rang. J'adorais ça, parce qu'elles se donnaient, quoi. J'avais un super solo et je roulais des patins en fil et tout. Non, mais c'est... Voilà, et en fait, t'es avec les gens, quoi. La différence, elle est là. Voilà. Et au théâtre, ils applaudissent quand le rideau tombe, ou à la fin, quoi, quand tu salues. Alors qu'un concert, ils hurlent tout le temps. Pour Emmanuel. Entre Gluck et David, quel est ton coup de cœur entre les deux? Ah, c'est complètement différent. Je peux pas dire. Bah, à la limite, je préfère Daryl, parce que c'est un être humain. Et puis je l'ai rencontré, il est cool comme mec. Et puis je l'ai doublé plus longtemps que Ryuk. Donc je préfère Daryl. Mais j'adore Ryuk, c'était super. Toi, je l'ai refait, Ryuk. Je l'ai fait pour la radio allemande. On a fait tout Deathnet pour la radio allemande. Ouais. Mais je préfère Daryl. Ouais. Enfin, je préfère Shelton que Daryl. Ouais. Et j'ai fait Brad Pitt aussi. Oh, j'adorais Brad Pitt. Je vous jure, j'étais fan de Brad Pitt. Ils m'ont viré ces enfoirés. Ouais. Enfin, pour une raison. Je vous raconterai ça dans une autre vie. Et pour le concert, quel est ton Pokémon préféré? Alors, voilà, avant de vous dire qui c'est, il faut que je vous explique qu'en fait, c'est pour son histoire. Il a une histoire extraordinaire et c'est le premier Pokémon, ou en tout cas les premières évolutions, où on a été aussi loin dans la psychologie, en fait. Non. Et donc c'est Dracofeu, en fait. Pourquoi Dracofeu? Parce qu'en fait, d'abord, c'est le petit Salamèche, en fait, qui a été abandonné, et qui est là tout seul, son professeur qui s'en va, etc. Il est tout malheureux. Et en fait, Sacha le recueille, et puis il se transforme en étincelle. Et à un moment, il est malade, et en fait, on l'amène à l'hôpital, et Sacha lui promet qu'il va venir le chercher. En fait, il ne vient pas le chercher parce qu'il doit partir. En fait. Et donc, pour la deuxième fois, il est abandonné. Et donc, il se passe plein de péripéties, et il devient cette espèce de colosse Dracofeu. Et en fait, évidemment, il veut obéir, il n'a plus confiance, en fait. Et je trouvais ça vraiment super, il était très touchant. Après, il y en a eu d'autres, où on a un peu creusé la psychologie, etc. Mais c'était le premier. Et voilà. Bon, alors pour moi, ce sera encore une autre question pour Jean-Marc et Anthony. Est-ce que vous avez eu la possibilité de rencontrer les autres chanteurs des génériques Pokémon? Il y en a que je connaissais, en fait. Parce que bon, forcément, il faut savoir que Pokémon, ça s'est fait en Belgique, à Bruxelles. Et donc, oui, donc les acteurs sont belges, et les chanteurs aussi. En tout cas, ils habitent en Belgique. Et en fait, il y en a que je connaissais, effectivement, mais on ne s'est pas vraiment rencontrés pour, en tout cas, Pokémon. Ce que je voulais dire, c'est les chanteurs d'autres versions, par exemple les versions anglaises ou les versions japonaises. Est-ce que vous avez d'accord, comme ça. Non, mais par contre, je suis beaucoup en contact avec Jason, qui fait la version américaine. On s'écrit régulièrement, etc. Et quand il est venu au Comic-Con, ben, il m'a demandé pourquoi je n'étais pas là, en fait. Et je n'étais pas libre, je n'étais pas là, mais voilà. Donc, avec lui, oui, on a des contacts, mais pas avec les autres. Vraiment, personne n'a de questions. Pourtant, vous avez des gros noms face à vous. Vous pouvez parler. Bonjour. Question pour Monsieur Emmanuel. Est-ce que vous avez un personnage auquel vous êtes vraiment identifié, vous avez vraiment beaucoup aimé, au point que vous pensez régulièrement, vous avez un peu touché, marqué, vous personnellement? Oh, il y en a beaucoup, tout ça. Ouais. Pas qu'un seul, il y en a. Ouais, parce qu'en fait, quand tu fais un gros film et que tu as tout le film sur les épaules, bah en fait ça te marque, tu vois, je veux dire. T'en sors pas indemne, quoi.
Tu vois? Bon, plus ou moins. Moi, il y a des films qui m'ont énormément marqué, quoi. Donc, que ça soit Brad Pitt dans L'armée du singe, que ça soit Sean Penn en attaque des mentales dans Sam, je suis Sam, puis plein d'autres. Enfin, je veux dire, et même des fois un petit rôle te marque. Hein. Tu vas faire un clochard, un clodo dans un film, ça va te rester dans la tête, quoi. Tu vois? C'est s'imprégner du rôle, ça rentre dans la tête comme Heath Ledger avec le Joker, il a eu c'est parti très loin. C'est vrai que s'imprégner du rôle, ça. Moi, quand j'ai fait Sam, je suis Sam, donc c'était un super film où Sean Penn, il était attardé mental, et il avait une petite fille, et il était, voilà. En plus, il voulait pas que je le fasse, la production, c'était très douloureux. Je l'ai fait ce film, et mais après, je pouvais même pas voir la VF, quoi, parce que je me faisais pleurer moi-même, c'est fou. C'est pas par prétention, hein, mais parce que lui il me fait pleurer dans le film déjà me fait pleurer, tout le monde pleure quand on voit le film, hein. Et donc en le voyant, je le montrais à ma gamine et ça me faisait pleurer. Tu vois, donc tu vois où ça va loin. En 5 ans, 6 ans après, quoi. Trop d'émotions. Ouais. C'est magnifique, c'est de véhiculer des émotions. Dans le personnage, il est du coup à merveille, c'est capable de faire pleurer. Donc c'est vraiment beaucoup. Et si tu es sincère et que tu donnes tout, bah, quelque part, 10 ans, 20 ans, 30 ans après, ça fera la même chose. Voilà. C'est pour ça que c'est important, comme il faut tout donner dans l'instant. D'où la différence avec une IA qui ne peut pas véhiculer ces émotions-là, qui ne peut pas mettre des émotions. Pour l'instant, il n'y arrive pas. Je pense que ça ne sera pas possible de véhiculer autour des émotions, c'est quelque chose de purement humain. Je sais pas, je ne peux pas te le dire. Pour l'instant, ils n'y arrivent pas, mais peut-être que dans 10 ans, ils y arriveront, 5 ans. En tout cas, on n'espère pas. Et maintenant, tu as des acteurs qui n'y arrivent pas non plus. Moi, j'ai dirigé des films pendant. Moi, j'étais directeur pendant une dizaine d'années, quoi. Bah, même des pointures du doublage, ils travaillent beaucoup, hein. Va les faire pleurer au micro, c'est super difficile. Ils sont blindés, tu vois. C'est pas donné à tout le monde, hein, faut croire, de se lâcher et tout. C'est une idée, c'est donné à tout le monde. Voilà. Vous êtes timide, hein? Alors pour moi, ce sera pour une question pour Emmanuel. Vu que personne ne me pose de questions, je me permets. Est-ce que vous considérez que ça existe le talent dans le doublage? Le talent dans le doublage? Des gens pour qui c'est inné de faire ça? Ouais. Oui, vraiment. Mais tu vois tout de suite si quelqu'un est fait pour faire du doublage. T'as pas besoin de... Moi j'ai donné des cours, tu vois. Mais en même pas 2 minutes, tu sais un mec, tu sais si le gars il est fait pour faire du doublage ou pas. En 2 minutes. Mais oui, parce que pour faire du doublage, il faut déjà s'oublier soi-même. C'est pas évident de s'oublier soi-même, surtout quand t'es acteur. Les acteurs, ils sont un peu eux-mêmes. C'est moi. Non, ouais. Quand tu fais du doublage, c'est pas toi. Donc déjà, t'es crème. Et puis, t'as le côté musical, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est une histoire de rythme. Le mec qui n'a pas de sens de rythme pour faire du doublage, il n'y arrivera pas non plus. Tu vois? Donc, tu as pas mal de facteurs qui font que, en fait, tout le monde ne peut pas en faire. Et tu vois très vite si la personne ne va pas en faire. Si elle s'amuse, si elle est dans le rythme. Tu vois? Dans la teneur vocale. Mais donc, il y a tout ça à comprendre. Et l'oubli de soi-même. C'est ça, j'y tiens, c'est hyper important. Quand tu rentres dans un studio, tu laisses ta personnalité derrière la porte. Tu sais pas ce que tu vas faire. Tu es un avocat, un psychopathe, un vendeur d'automates, tu es malléable. Il y en a, ils veulent qu'on les reconnaisse quand ils font du doublage. Bah, ils n'ont rien compris. Tu vois? C'est pas pour qu'on te reconnaisse. Hein. Ok, je vois ça. Mais donc, ça veut dire qu'on ne peut pas s'améliorer si on part d'une base de talentueux. Mais si tu t'améliores dans l'énergie, dans la rapidité, dans la fonction, quoi. Tu vois, après tu apprends vite à rire, à pleurer, à respirer, tu apprends à courir, tu apprends tout ça. Parce que dans le doublage, il faut tout faire. Au début, tu sais pas, mais il faut bien qu'on t'apprenne au départ. C'est pour ça qu'il y a des écoles et des cours. Par exemple, tu cours. Le mec, il court dans le doublage, il part en courant. Tu cours. Attends. Tu vois ce que je veux dire? Tu es obligé de tout vivre, quoi. Ça, il faut l'apprendre. Mais il faut être sincère. Il faut que ça soit du vrai, quoi.
pour que la personne qui t'écoute ressente. Parce que si tu fais semblant de pleurer, par exemple, eh ben, tu ne provoques pas d'émotion chez la personne. Et ça, en fait, j'ai appris ça à la radio. Ça peut vous être con, mais c'est en faisant de la radio. Je faisais l'Amérique de Kafka, c'est un super truc. Et le môme, il a le rôle principal, et à un moment, il y avait toute une scène où il pleurait. Et moi, comme c'était de la radio, il y avait des micros, je me suis dit, ouais, vas-y, je vais pas me faire chier, je vais pas pleurer vraiment, quoi. Donc j'ai fait tout le speech en faisant semblant de pleurer. Et la réalisatrice, qui est intelligente, elle m'a après, je lui ai dit, viens t'écouter en cabine, mon petit garçon, mon gars. J'étais jeune. Je suis allé m'écouter en cabine, et là j'ai eu honte. Mais honte. Et cette femme, je devais avoir quoi, 15 ans, 14-15 ans, elle m'a expliqué, elle m'a dit, tu vois, avec la caméra, tu peux faire semblant dans l'émotion. On te rajoute des fausses larmes, tu te caches derrière tes cheveux, tu vois. Mais elle m'a dit, avec le micro, tu ne peux pas tricher. Ah oui, super. On ne peut pas tricher avec un micro, parce que ça s'entend. Voilà. Et là, j'ai tout compris le jour. C'est dingue, un micro. Tu ne croirais pas, hein. Tu peux tricher devant une image, devant une caméra, mais tu ne peux pas tricher devant le micro. C'est énorme, hein. Mais donc cette question pourrait aussi s'appeler à Jean-Marc Anthony. Est-ce que le talent existe dans le chant aussi ou pas du tout? Oui, oui, bien sûr. Après, le talent c'est une chose, mais le travail c'est une autre en fait. Et le travail c'est hyper important en fait. Je veux dire, avec le talent, quand on a travaillé, on a un plus. Mais le talent sans le travail, c'est. Il y en a qui s'en sortent, mais c'est compliqué. Il y a des gens qui n'ont pas spécialement de talent, mais qui sont des travailleurs acharnés et qui finissent par y arriver. Il a raison, hein. Moi j'ai rencontré, je ne dirais pas leur nom, mais des acteurs qui étaient hyper mauvais, et sans déconner, hein. J'avais 20 ans, je disais, putain, mais comment il joue mal le mec, comment il est mauvais, quoi. Il a des beaux yeux, mais qu'est-ce qu'il est mauvais et tout. Et ben 20 ans après, le même acteur, bah là, il joue bien maintenant. Donc le gars, il a appris, tu vois. Non, il a raison. Le talent, c'est bien, mais sans le travail, le talent, ça sert à rien. Il faut bosser. Comme tu es musicien, on voit pas que tu es musicien, mais si tu ne travailles pas ta guitare tous les jours, tu ne verras pas, ou ton piano, ou la voix, le vocaliste, tout ça. Le travail. T'aimes pas le travail, toi, ça se voit. J'adore le travail, je cherche. Bonjour. Salut. J'ai une question justement. Si je ne me trompe pas, je crois que tu as aussi doublé tes jeux vidéo. Ouais. Tu as fait des spots, tout ça. Ouais, c'est une film à Death Stranding 2. Ah oui, aussi, oui. C'est énorme. Et je voulais savoir en fait, quand tu fais le doublage des jeux vidéo, est-ce que toi tu vois les images avant ou alors tu as juste le texte et tu dois. Ça évolue maintenant, si tu veux, ça a changé. Mais avant, tu ne voyais pas du tout les images. On montrait juste la photo du mec dont tu allais faire la voix, et puis c'est tout. Et tu travaillais sur des graphiques, sur des ordinateurs, sur des crêtes d'ordinateur. Mais maintenant, ça a changé, c'est devenu beaucoup plus mieux, quoi. Et maintenant, tu as l'image. Et maintenant, c'est presque comme du doublage. Tu vois, là, je vois des Stranding, tu as le perso, tu as une bande rythmo. Voilà, c'est vraiment comme du doublage, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est de mieux en mieux, les jeux vidéo. Ah ouais. Donc, du coup, la suite de Death Stranding. C'est énorme. J'ai fini il y a 10 jours. Okay, tu vois, c'est tout récent. Et ça sort le 25 juin. Ok, ça va. 4 mois de travail. Tu comprends, hein? Ouais, c'est énorme. Enfin, tu travailles pas tous les jours, mais ça a duré pendant 4 mois. Ah, c'est une grosse production aussi. Puis c'est des gros jeux. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Merci. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un... Oh, merci beaucoup. Ils sont de plus en plus, tu vois, ça vient. Bonjour, moi j'ai une question pour vous avec une personne. C'est à propos justement quand vous avez commencé, quand la série sur la Punaise a commencé, qu'est-ce qui a fait que je les ai prévus et d'arrêter ça? Parce qu'en fait, j'avais doublé cet acteur dans Bonne 5.
Boondocks, un film qu'il avait fait avant. Enfin, en fait, c'est coup de bol, quoi, parce qu'il y a eu Boot 5 2, je sais plus le titre, hein. Et il y a eu le film 1, quoi, et c'était pas moi. C'était pas moi qui faisais Norman Reedus. Après, il y a eu Boot 5 2 qui est arrivé. Ils ont appelé le même acteur, le gars là, il n'était pas libre. Donc ils ont dit, merde, il n'est pas libre et tout, on fait quelqu'un d'autre. Donc le gars, il m'a appelé moi parce que ma voix ressemblait un petit peu au mec qui avait fait le numéro 1, quoi. C'est bon. Donc j'ai fait Bob 5, je ne pourrais pas dire le titre. Voilà, un 2, quoi. Voilà. Et le même directeur, 6 mois après, boum, il reçoit Walking Dead. Et il reconnaît l'acteur. Donc comme je l'avais doublé avec lui quelques mois avant, tu vois, bah, il m'a appelé. Mais tu veux que je te dise un truc, il était persuadé que le mec allait mourir tout de suite, quoi. Bien sûr. Autrement, il ne l'aurait jamais donné. Il serait mis lui dessus, ou alors il aurait mis son meilleur pote, tu vois. Mais Daryl, au départ, tu vois Walking Dead, tu dis il va mourir tout de suite, quoi. Il est inodore, il est moche, enfin, je veux dire, on en a rien à foutre de Daryl dans la première saison. Alors j'ai fait toute la saison en un jour, pour tout dire, c'était pas important. Hein. Voilà. Et puis après, petit à petit, il est resté. Maintenant, je peux dire que le mec qui m'a filé, c'est rigolo. Justement, quand la série The Walking Dead a commencé vraiment à devenir très populaire, est-ce que ça gêne le fait d'un coup que la série soit hyper populaire et que ça continue à vraiment surtout pendant la saison arrive et que la personne vraiment commence à Tu veux que je te dise? C'est un métier où il y a beaucoup de jalousie, tu vois. Il y a beaucoup de jalousie dans ce métier, je ne sais pas pourquoi. Ce qui est con, parce qu'il y a du travail pour tout le monde. Et je sais pas, ça va la tête, quoi. Et ben justement, le succès d'Arrêt, j'ai plein d'ennemis, hein, je peux te dire. Ah, les mecs, ils m'aiment plus, quoi. Entre Sean Penn, qui a 2 fois l'Oscar, et Norman, ça fait 15 ans que je le double, les mecs, ils me haïssent. C'est pour ça que je fais les conventions. Non, mais je dis pas de bêtises. Bon, pas tous, hein, bien sûr. Mais bon, il y a beaucoup de jalousie. Les gens, ils veulent être à ta place, quoi. Et j'avais une question pour vous, M. Tobias. Qu'est-ce que vous pensez des films de justement, ne pas vraiment de talent sur les chanteurs, qui justement utilisent par exemple des. Comme je pense à ça, il y en a qui sont souvent détestés, mais je par exemple, souvent un multiple de par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez de ces chanteurs? Ouais, c'est ça le problème. Ouais, je vois de quoi tu parles. En fait, ce que j'en pense. En fait, moi personnellement, je pense qu'on fait tous ce qu'on peut. En fait. On a ce qu'on a. Et on sait de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. En fait. Il y a le travail, il y a plein de choses. Ce qu'il y a, c'est qu'avant, en fait, la musique, ça s'étudiait. On étudiait la musique. Il y avait des gens qui ont étudié tout seul, mais même tout seul, on étudie. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a d'autres aides, en fait. On peut faire de la musique avec un ordinateur, on peut faire la musique même avec l'IA, en fait. Donc il y a beaucoup de choses qui permettent d'avancer et de faire de la musique. Après, on se débrouille, et je veux dire, moi personnellement, quand j'ai commencé par le rap, en tout cas, en termes de musicalité, et puis j'ai chanté après. À ce moment-là, il n'y avait pas tous ces moyens, en fait. Et donc, forcément, c'est même pas venu à l'idée de faire autre chose que d'apprendre à chanter, en fait. Et voilà, mais on est à une autre époque, en fait. Et je pense que chaque époque a ses trésors et ses tournures, quoi. Et donc, voilà, je pense que je ne me sens pas spécialement légitime à parler de ce qui se passe aujourd'hui, parce que c'est une autre époque, en fait. C'est une autre manière de voir la musique, c'est une autre manière de la faire aussi, et ça correspond à un certain public, en fait. Et donc voilà, c'est ce qu'il faut, en fait. Il faut de la musique pour les gens qui l'écoutent. Ça va, merci. Oui, mais
Donc est-ce qu'il y aurait une dernière question ou pas? Si vous aviez un rôle que vous n'avez pas fait pour les propositions et que vous disiez oui tout de suite, pour lequel vous disiez tout de suite, c'est très lequel? Alors il a été fait trop tard, mais en plus je devais le doubler cet acteur au départ, Joaquin Phoenix, tu vois. En fait au départ je devais le doubler, et puis comme je faisais Shotgun la même semaine, enfin pour la même cliente, elle n'a pas voulu que je fasse Joaquin Phoenix. J'ai pas fait de Gladiateur, donc j'ai pas fait. Et quand j'ai vu le Joker arriver, bah je te dis, j'ai eu bien les glands, parce qu'il était pile pour moi ce film. C'est pas de la jalousie, hein, mais je dis simplement, possible. J'aurais bien aimé le faire, pour la folie du mec, tu vois. Mais la vraie folie. Je dis pas que Bobo n'est pas bien. Il est bien, Boris. Il est bien. Mais il est propre. Il n'est pas fou, Boris. Tu vois. Il fallait un fou pour faire ça. Il y a d'autres mecs que j'ai aimés. Et Tom Hanks. J'ai toujours aimé cet acteur. J'ai jamais compris pourquoi on n'a pas filé. Il y en a d'autres. Bon, enfin, tu sais, on ne peut pas tout faire non plus. Ouais. Le Brad Pitt, ça m'a énervé. Tu vois, il vient de me parler. J'ai une question pour toi, encore. C'est toujours moi qui parle. T'as été chanteur de rock? Non, j'avais une chanteuse. Oui. Ouais. Et toi, tu étais musicien? Ouais, moi je faisais les chœurs, je chantais une chanson ou deux, et puis je tenais le groupe surtout, tu vois, je faisais travailler les mecs et tout. Mais non, j'avais une chanteuse qui était... En fait, quand j'ai démarré, je voulais chanter moi. Premier concert au Palace, premier concert et tout. Donc je m'étais mis chanteur, normal, je dois déconner quoi. Et j'avais une lunette qui était là, que j'avais prise avec moi, et elle jouait du clavier, et elle chantait une chanson. Et moi, 4 chansons. D'accord? On fait le concert au Palace, celle de chanter, trop, oh, elle te fout le public à genoux, quoi. Et là, c'était vraiment un Star is Born, tu vois. Et là, j'ai fait, ok, je suis tout chanteur, c'est toi qui chantes. Voilà. Parce qu'elle était supérieure à moi, quoi. Et voilà, faut savoir. Mais j'ai adoré ma place de guitariste, tout ça. Voilà. On faisait la peine. Je te montrerai les vidéos, j'avais fait. Voilà, elle était calme. Et cette aventure, en fait, elle s'est arrêtée, elle est en suspens? Non, elle s'est arrêtée, le rock'n'roll appartient à la jeunesse qui consomme toute son énergie. C'était mon producteur qui avait marqué ça sur mon disque. Le rock'n'roll n'appartient pas à l'élite, mais à la jeunesse qui consomme toute son énergie. Je trouve que c'était joli, quoi. Enfin, c'était un article qu'il avait fait. Et non, mais j'ai arrêté maintenant. Je ne suis plus capable de tout ça. J'ai plus de souffle, j'arrive pas. Faut pas croire, les mecs qui perdurent, ils deviennent super clean, quoi. Moi, j'ai travaillé avec Iggy Pop, et Iggy Pop, avant de monter sur scène, il prend un thé au miel et une demi-banane. C'est tout. Et après, sur scène, tout. Et tout le monde dit, ouais, il est défoncé, tout. Non, ils sont clean, les gars, faut pas croire. Et c'était quoi ta question que tu m'as dit avant? Mais oui, c'est ça, en fait, c'est l'aventure. Ah oui. Non, puis en fait, ça s'est arrêté parce que j'ai eu un accident de moto. On allait en début de Brother, et j'ai perdu un bout de doigt. Donc pour un guitariste, c'est dur. Donc j'ai splitté mon groupe à ce moment-là, et puis c'est passé des années, j'ai fait un mot et tout. Je suis remonté sur scène dernièrement, j'ai refait un spectacle, le Love and Destruction Circuit, c'est 2 fois. Ça m'a hyper plu. Et le dernier concert que j'ai fait, c'était il y a 2 ans. Et j'ai plus quoi. Parce que il y a une différence entre jouer sur scène de la guitare comme ça, et moi quand je jouais sur scène, je courais partout et tout, tu vois. Je sur les chapeaux. Et voilà, si je peux plus faire ça, ça m'intéresse plus. Donc maintenant je fais des studios. Je continue la musique, mais en studio. Assis.
Merci. Je voudrais faire un tube avant de mourir. C'est un projet. Un prochain projet. Le dernier, je pense. Voilà. Bah, merci beaucoup, j'espère que cette conférence vous a plu. Merci beaucoup à Emmanuel Castel et Jean-Marc Anthony Taddea pour être venus. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire avant de cette scène? Ouais, super Charleroi, moi je vous aime, mais je sais pas, mais moi je vous aime bien. J'adore la Belgique et j'adore Charleroi. Et on est là cet après-midi, on est là demain toute la journée. N'hésitez pas à venir nous voir discuter avec nous. Voilà. Merci beaucoup.